cette superbe conférence sur le No Estimate, une conférence un peu particulière où vous allez pouvoir participer, mais je n'en dis pas plus. Avant que vous participiez, vous allez un peu vous ennuyer parce qu'on va vous raconter des choses. Avant de vous parler du No Estimate, on va un petit peu remonter le temps et parler d'autres choses, mais on va y venir. On va vous parler, enfin moi je vais vous parler de la fable de l'estimation et le dev. Donc vous le savez tous, à chaque fois qu'on parle d'un projet, on vous demande d'estimer des choses généralement, et vous détestez à peu près tous ça, si vous êtes normalement constitué. Et l'estimation, globalement, ça revient de... on ne sait pas d'où, mais en tout cas, depuis qu'on fait du développement logiciel, globalement, on nous demande de faire des estimations. Difficile de retracer l'origine de cette erreur monumentale. Enfin, ça c'est le discours d'Eliès. Moi, j'adore ça, les estimations. Et donc, ouais, c'est un peu comme le BTP, c'est un peu comme quand vous allez chez le garagiste, on vous demande à chaque fois que vous devez faire un soft de dire combien de temps ça va vous prendre, sauf que généralement, c'est un truc dans un domaine fonctionnel que vous connaissez pas forcément, avec des logiciels, des frameworks autour que vous n'avez pas non plus l'habitude forcément d'utiliser H24. Et donc à chaque fois, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup d'inconnus. Et donc à chaque fois, les estimations, au mieux, elles sont pas tout à fait exactes, au pire, elles sont totalement fausses, et votre planning, c'est encore pire. Donc on adore ça, les estimations, quand on est dev. Et donc, ouais, avant de parler aussi du No Estimate, petit détour par l'organisation des équipes de dev. Il y a plein d'organisations qui ont vu le jour au fil des siècles. Et si, au moins pour les plus vieux d'entre nous, au moins tout ça. Je pense à Greg pour ne pas le nommer. Donc, cascade, qu'est-ce que c'est ? Peut-être que tout le monde ne connaît pas forcément l'organisation en cascade. Je vais boutiller la plante. L'organisation en cascade, globalement, vous voyez une cascade, ok ? Jusque-là, tout va bien, tout le monde suit. Globalement, en fait, c'est un projet qui va s'échelonner un peu comme une rivière qui va descendre de cascade en cascade, de niveau en niveau. Et donc, il y a la partie spécification qui se déverse sur le design, puis le design se déverse sur le dev, puis le dev se déverse sur la validation. Donc, vous imaginez le truc. Et donc, globalement, à la fin, là, quand vous devez valider le soft, vous ressemblez à peu près à ça, à la personne que je montre. Parce que c'est généralement des cycles de développement qui sont longs, avec peu de communication avec le client. Donc le client, on lui demande un petit peu au début, c'est quoi ton besoin ? Donc ensuite, on le traduit en spec. Derrière, la spec, on le donne au dev avec... forcément, le mec qui a fait la spec, il a un biais quand il écrit les specs. Ensuite, il le donne au dev. Le dev a un biais quand il lit la spec. Donc il dev un truc qui semble cohérent avec ce qu'il comprend de la spec. Ensuite, il y a le testeur qui teste avec sa compréhension de ce qui est censé faire l'outil, et derrière on le donne au client, et le client dit ça n'a rien à voir. Voilà, donc on est content. Et ça, c'est la fin du projet. Donc on est triste. Donc ensuite, il y a un truc qui est arrivé après, c'est le cycle en V. Globalement, vous voyez la cascade, en fait, la dernière partie, vous la remontez. En fait, c'est l'eau qui remonte. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que globalement, plutôt que tout faire les uns après les autres, on s'est dit c'est peut-être une bonne idée de faire discuter, par exemple, les gens qui écrivent la spec et les gens qui vont valider le soft, histoire que eux ils se mettent d'accord sur ok, le logiciel il est censé faire ça, ce qu'on va développer c'est censé faire ça, donc quand je vais le valider je vais m'assurer que c'est bien censé faire ça. Donc au moins ça parle. Par contre le dev est toujours en train de se prendre la cascade, mais au moins en haut ça communique à peu près. Donc ça a amené ça, et puis ça a amené aussi un peu une notion un peu d'itération, d'où le cycle en V. On a commencé à se dire, faire un développement qui dure 5 ans sans absolument jamais communiquer avec le client, ou lui donner des versions intermédiaires en tout cas, c'était peut-être pas une bonne idée, et faire intervenir le client plus rapidement via des cycles, c'était finalement un peu mieux. Et si je continue un petit peu, un peu plus proche de nous, l'agilité est arrivée avec beaucoup plus une notion d'incrémental, avec des choses comme le Scrum, qui va faire des itérations beaucoup plus courtes, où à la fin de cette itération, on va mettre en prod, et toutes les 2 semaines, voire 3 semaines, on va livrer un truc à un client qui va se dire « Ok, c'est à peu près ce que je voulais, on va pas attendre 5 ans pour se rendre compte que ce qu'on fait, en fait, ça n'a rien à voir avec le besoin exprimé initialement. » Mais tout ça, finalement, a continué à se faire indépendamment avec des estimations. Ça n'a pas forcément amené grand-chose vis-à-vis de ce qu'on est en train de parler.
Donc ce que je dis n'a aucun rapport avec la présentation, mais en fait un petit peu quand même, parce que finalement l'agilité a aussi amené beaucoup de questions sur la façon dont on travaille, et ça a amené notamment la question de pourquoi on estime en fait. Et je vais laisser la main à Guez. On va commencer par un petit peu d'histoire, donc je vais prendre le rôle de Père Castor. Le NoEstimate, ça arrivé à peu près dans le début des années 2010, donc ça a déjà quasiment 15 ans. Il y a 2 personnes qui sont vraiment au centre du truc et qui ont pas mal participé, c'est Woody Zwil et Neil Killick. Zwil, il a notamment pris l'exemple d'une partie d'échecs en fait, pour essayer d'imager ça le plus possible sur le NoEstimate. Si on vous dit demain votre projet c'est une partie d'échecs, vous devez tout le temps la gagner. Chaque coup va coûter de l'argent. Vous n'avez pas forcément la place exacte de toutes les pièces, on vous la donnera plus tard, hein, vous inquiétez pas, ça arrivera un jour. Et puis vous devez gagner systématiquement. Si vous êtes capable de placer toutes les pièces et tous les coups que vous devez faire pour gagner cette partie d'échecs, peu importe ce qu'on vous fournit en entrée, c'est un petit peu la même chose et il n'y a personne qui est capable de prédire ça. Donc quand on fait des estimations, eux ils partent du principe qu'une estimation, il n'y a pas vraiment d'ajout de valeur et même presque on perd du temps à essayer de mettre une estimation sur quelque chose qui va amener pas mal d'incertitudes. Et donc du coup, ces gens-là, ils ont théorisé ça, avec notamment Vasco Duarte, qui a lui mis tout ça en forme dans un bouquin, et qui s'est fait un petit peu d'argent au passage, bien entendu, parce qu'il y a toujours moyen de se faire de l'argent sur ce genre de concept. Non, plus sérieusement... si vous voulez vous intéresser à Woody Zwil et Nick Killick, ils ont 2 blogs tous les deux très intéressants sur comment eux ils abordent en fait le problème des estimations. Et il faut savoir que Woody Zwil, c'est lui qui a le Twitter du NoEstimate, donc si vous voyez des choses redondantes entre les deux, c'est normal. Et du coup, les principes du NoEstimate, comment ça il n'y a plus d'estimation? Alors, oui et pas vraiment en fait. Le principe vraiment de base, c'est on va essayer de découper chaque feature, chaque fonctionnalité, on va la découper le plus possible, en tout cas dans des résultats qui vont être assez similaires. Toutes les US vont avoir à peu près la même taille. Et en gros, on peut conserver certaines choses qui existent déjà avec les estimations, notamment tout ce qui est au niveau du poker planning. Actuellement, si les gens ne savent pas ce que c'est du poker planning, renseignez-vous un petit peu, c'est juste comment on fait pour déterminer. C'est pas compliqué, l'US soit elle est complexe, soit elle l'est pas, et puis on met une note un petit peu au pifomètre, chacun à son échelle un petit peu, on essaye de se mettre d'accord. Bon, c'est assez compliqué au final de se mettre d'accord sur ce genre de choses. L'idée du NoEstimate, c'est soit ça fait 1 et on est capable de faire cette US rapidement, de la sortir facilement, soit c'est au-dessus et il faut la redécouper en n tickets qu'il faudra réimplémenter derrière. Donc le plus grand principe du NoEstimate, si vous devez retenir qu'une seule chose, c'est ça. Vraiment, ils se basent là-dessus. Et après, derrière, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont déterminer la plus-value de chacun des tickets. Et cette plus-value, elle va être, c'est elle qui va avoir la responsabilité et la charge de la priorisation derrière. Donc plus vous avez de la plus-value sur une fonctionnalité, plus elle va être prioritaire, plus on va vouloir la sortir. Et derrière, en fait, ce qui va être mis en place pour pouvoir suivre un petit peu toute l'évolution de tout ça, de ces stories, c'est qu'on va demander à l'équipe des fois, lever le stylo, regarder ce qui s'est passé, regarder pourquoi certaines US ont mis plus de temps, pour pouvoir apprendre. Et du coup, il y a vraiment un sentiment d'amélioration continue de ce côté-là, étant donné que on va tout de suite savoir expliquer pourquoi on a pris plus de temps, est-ce qu'il y a des impondérables, est-ce qu'il y avait des vacances, est-ce qu'il y avait des congés, ce genre de choses, ça peut tout de suite influer sur pourquoi une US a mis du temps à sortir. Et donc du coup, l'idée c'est vraiment de responsabiliser l'équipe à ce niveau-là. Et un outil qui va être pratique, pour la toute petite parenthèse, pour pouvoir découper toutes ces US et toutes ces stories, ça va être le story mapping. Donc le story mapping, c'est le fait de regrouper au maximum les use cases de façon à avoir plein de choses en commun et de se dire à quel point ça va apporter de la valeur sur l'utilisateur final. Et après, vous allez les découper en end user story qui vont vous permettre d'avoir votre use case global.
Donc l'idée vraiment, c'est d'embarquer les devs, d'embarquer toute l'équipe sur le fonctionnel. C'est là-dessus qu'on va se prioriser en NoEstimate. Ouais, et donc là, en fait, on va vous mettre dans la peau d'une équipe de dev, finalement. Et pour ça, on va vous parler d'une histoire, d'un projet sans histoire. Pourquoi je dis ça? En gros, imaginez, en Elixir, donc on a une appel d'offres pour un client avec le commerce qui a fait son travail merveilleusement, et donc on a remporté l'appel d'offres, merveilleux. Et donc on doit former une équipe de dev. Moi, je vais jouer le rôle du pilote fan d'estimation. Voilà, je vis que pour estimer, enfin pour que les devs estiment, moi je fais rien. Et Elias va jouer le rôle du développeur qui trouve que estimer ça sert à rien. Sans aucune mauvaise foi, bien sûr. Jamais. Et on va vous embarquer là-dedans. Et donc ouais, le projet, juste, pas forcément besoin de savoir plus de détails, mais l'idée c'est que ce projet, globalement, il va y avoir donc une équipe de dev et un pilote, ok. Le client, il a un PO, mais il n'est pas trop dispo. Évidemment, sinon ça serait pas drôle. Et on va vous mettre dans la peau enfin, on va vous présenter en fait plusieurs situations. Et pour ça, vous allez avoir besoin de votre téléphone, figurez-vous. C'est un quiz. C'est un quiz. On va vous présenter plusieurs situations tout au long de la vie du projet, avec à chaque fois des propositions. Et évidemment, il y a des propositions qui vont être plus estimate, plus pro no estimate. Et à chaque fois, il va falloir que vous fassiez un choix. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on vous a présenté cette situation, c'est un peu interactif. Ça va être d'initier un débat. Moi, je vais jouer le rôle du pilote qui va être full estimate à fond. Elias va jouer le rôle du dev qui veut absolument jamais rien estimer. Parce qu'estimer, c'est pour les faibles. Exactement. Et derrière, ensuite... l'idée, c'est qu'il y a un débat qui s'installe aussi, que vous discutiez aussi entre vous. Bref, c'est totalement interactif. Et bon, à un moment donné, si ça fait un peu plus de 4 minutes qu'on discute d'un sujet, on va vous dire stop, taisez-vous, et on va passer à la question suivante. Mais voilà comment ça va se passer. Est-ce que déjà tout le monde a réussi à accéder au quiz? J'ai l'impression. Il y a 22 personnes, il y a des cœurs partout. On est pas mal. La team canapé. Je sais pas qui fait la première. C'est moi. C'est toi? Ok, ouais. Je te laisse prendre la suite. Par contre, je vais devoir aller sur le truc. Tu fais Alt-Tab et t'es dessus. Je pose là. Ok, c'est longtemps déjà. Normalement, vous avez la question qui s'affiche. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Ouais. Il n'y a que des mauvais parties. Non, pardon. C'est pas très gentil ça. Le montage. Totalité compte et tout, incroyable. Ah, c'est incroyable. Incroyable. Donc du coup il y aurait plus de chiches que de pas chiches. Celle-là on l'avait pas vu venir, tu vois, par contre. Non, effectivement. Là franchement, il y a du troll dans la salle, je pense. Ouais. À mon avis, il y a du troll. Pour moi, c'est peut-être un truc que t'amènes après. C'est un bon point, justement, oui. C'est là-dessus. Ah oui, il n'y a pas le micro, donc du coup, il faut qu'on répète la question. Est-ce que c'est quelque chose qu'on amène après? Et justement, c'est plutôt l'angle qu'il faut comme approche, c'est ça. Si vous voulez absolument dire que vous faites de l'agile, vous pouvez dire que vous faites de l'agile, mais le côté no estimate, ça fait peur à tous les managements du monde, absolument tous. J'ai retenu... ça lui fait peur, il est tout blanc. Non, mais c'est un bon point que tu soulèves parce que justement c'est ça l'idée. Quelques retours que j'ai eus en cherchant, en préparant cette presse, c'était souvent ça. On va s'adapter aux besoins de l'équipe. Est-ce que l'équipe elle a besoin des estimations ou pas? Qu'est-ce que ça t'apporte en tant que dev d'avoir une estimation par rapport à ça? Et du coup, l'idée, ça va sur l'appel d'offres, effectivement, ça s'y prête pas trop. Dans notre cas particulier, là, sur un appel d'offres, je pense que demain, on envoie Paul pour répondre à un appel d'offres, on lui dit on fait du no estimate. Je pense que ça va être très compliqué pour lui de vendre ça à un client parce que ça va pas rassurer qui que ce soit de pas savoir combien de temps ça va leur prendre, combien ça va leur coûter. Par contre, il y a d'autres leviers qu'on peut mettre en place. C'est que plutôt que de parler d'un coût ou d'une durée, on peut parler d'augmentation de fréquentation sur une appli web. On peut parler de meilleur temps de réponse. Et tu peux quantifier ce genre de choses.
Et donc du coup l'idée ce serait plus de jouer sur ces leviers-là plutôt que de jouer sur le côté combien ça va coûter, puisque en no estimate, on sait pas trop. Tant qu'on n'est pas rentré dans le sujet, on saura pas trop en fait. Et c'est là où l'appel d'offres, malheureusement, ça pêche un petit peu. On continue, mais par contre, ouais, non, mais vas-y. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui étaient chiches et qui avaient une autre idée de l'approche? Non, on enchaîne. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Si vous aviez des choses à dire, ça sera pendant les questions. Allez, situation suivante. Taisez-vous. Regardez vos écrans. Vite. Ah oui, ça va vite, hein. Non, oubliez tout ce qu'on s'est dit avant. On a fait du no estimate finalement, on est fou. Et c'est fini. Il a manqué des réponses. Mais c'est pas grave. 15 pour Kanban, 0 pour Scrum. Putain, nul Scrum, hein, nul. Non, je vous laisserai réagir, mais allez-y, si quelqu'un veut réagir. Jean-Michel à vous. Le principe de Scrum, c'est de faire des sprints. Du coup, tu dois savoir ce que tu mets dedans. Si tu veux savoir ce que tu mets dedans, bah, tu dois estimer. Donc effectivement, il y a ces genres de réponses. Alors moi, évidemment, avec ma casquette pilote, je vais vous dire, évidemment, il faut estimer. Non, mais après, sans être de mauvaise foi, en fait, Scrum, ça marche aussi très bien en no estimate. Parce que, évidemment, quand tu penses à Scrum, tu penses à taille, ce que tu mets dans ton sprint. Tu sais que ton équipe, elle peut faire passer tant de points par sprint, donc tu mets tu mets un certain nombre de tickets avec un certain nombre de points. Mais encore une fois, il faut comprendre que le no estimate, finalement, c'est une autre façon d'estimer, dans le sens où chaque ticket a une taille de 1. Et on s'assure que chaque ticket a une taille de 1. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, quand tu as la même équipe, au bout d'un certain nombre de sprints, tu sais que tu arrives à caser un certain nombre de tickets. Et donc, au bout d'un moment, tu sais être capable de dire, avec l'équipe que j'arrive à faire à peu près une dizaine de tickets par sprint. Et donc, je constitue mes sprints de cette manière. Mais évidemment que le Kanban, ça marche. Mais au début, on est d'accord que ça peut pas fonctionner pour la même raison que pour le point précédent, qui est que il faut pouvoir estimer et savoir combien tu vas pouvoir embarquer, calculer ta capacité, etc. Oui, Marc-Antoine. Juste là-dessus, il y a un truc un peu biaisé, c'est qu'en fait, maintenant, en général, les scrums qui sont faits incluent Kanban dans la visualisation en fait, de comment ça fonctionne. Tout à fait. Ce qu'on va chercher, c'est plus la visualisation de l'avancée des travaux. Et je suppose que c'est vachement plus du coup, logique de partir sur du Kanban, puisqu'en fait, la taille c'est du 1, donc en fait, on va moins s'inquiéter de l'avancée pure en termes de chiffres. Ah, c'est bon, on a fait genre 80% du truc. Mais on va plus vouloir visualiser, je suppose, l'avancement des travaux. Quoi. Ouais, tout à fait. Et surtout que tu vas vouloir, si tu reprends le story mapping, c'est ça qui va t'intéresser, c'est de savoir à quel moment ma feature elle va être disponible en prod. Donc du coup, il faut avoir cette vision plus haute que simplement la vision du ticket qui vaut 1 et que tu vas pouvoir avancer progressivement et petit à petit. Comme tous tes tickets valent 1, comme disait Mathieu, effectivement, au bout d'un moment, on va pouvoir calculer une vélocité, etc. par rapport à la taille de l'équipe. Mais sur le début, tu pourras pas. Et c'est vrai que le Kanban, il est utilisé beaucoup pour la visualisation, notamment. Et plus on va avoir de tickets, et plus le Kanban, il va falloir rassembler ces tickets et avoir une vue plus haute, effectivement. Parce que si tu as une vue juste ticket, c'est super, tu as rajouté une API, c'est super, c'est un ticket de 1, j'ai fait mon ticket de 1, mais qu'est-ce que ça apporte vraiment côté US? Il va falloir avoir une vision plus haute, ouais, complètement. On enchaîne? Excuse-moi. Non, t'inquiète. Tout le monde est prêt? Yes. Excusez-moi, chef. Masquer les réponses. Je sais pas si on peut masquer les réponses, c'est une bonne question. Ah. Ah mais il va attendre qu'il y ait tout. C'est bon, c'est bon. Alors qu'au niveau des KPI, donc pas le choix, faut estimer, il n'y en a que 2, et ce sera prêt quand ça sera prêt, c'est 13.
Ça me rappelle quelque chose qu'on fait un petit peu sur notre projet, Maxime. Ça sera prêt quand ça sera prêt. Alors, pour les KPI, en fait, ce qui se passe surtout, c'est à quoi servent ces KPI. Comme je le disais tout à l'heure, c'est à qui servent ces KPI surtout. Est-ce que c'est pour l'équipe pour savoir à quel point elle avance, ou est-ce que c'est pour Jacqueline qui va le transmettre à Bernard, qui va le transmettre à Marcel, qui va le transmettre à Didier, pour que lui puisse rassurer son métier de son côté et qu'il dise non mais c'est bon, on tient les délais, regardez, promis, juré. L'approche qui est surtout envisagée, ça va être surtout de donner aux gens qui veulent des KPI absolument, qui tiennent absolument en NoEstimate, l'approche c'est de leur dire voilà, vous avez besoin de KPI, bah, vous pouvez les trouver ici, ils se calculent tout seuls, c'est automatique si l'équipe n'en a pas besoin. Si l'équipe en a besoin, on peut très bien aussi fonctionner avec une vélocité qui va être calculée par rapport au nombre de tickets qui vont être faits, toujours en enlevant le stylo, en se disant attendez, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça a mis plus de temps, ça a mis plus de temps, etc. etc. En fait, c'est un tout. Et les KPI, si c'est pour rassurer l'équipe, pourquoi pas, mais ça se calculera pas tout de suite, en tout cas. Et si c'est pour du management, pour du N+1, N+2, etc., l'approche qu'il faut avoir, c'est vraiment leur proposer d'aller chercher ces KPI eux-mêmes. Il suffit juste de leur montrer où aller les chercher. Et pour le coup, ça vient pas de moi, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est une des personnes qui a théorisé le NoEstimate, qui en a parlé en premier et qui disait que les KPI ne servent pas vraiment aux développeurs. Maxime, un avis ? Maxime dit non, c'est que ça sert pas. Et après aussi, finalement, moi avec ma casquette pilote, je vais avoir besoin de montrer des choses, j'ai envie de mesurer l'avancement. Et en fait, les estimations, c'est pour du prévisionnel, c'est pour savoir a priori si on va être bien ou pas. Mais comme on se disait, en fait, souvent les plannings, de toute façon, on le sait, ils sont faux. Donc la meilleure façon de se rassurer finalement, c'est de regarder un petit peu ce qu'on a fait jusqu'à présent, ce qui a été réalisé, un peu de se mesurer. Le temps qu'on a passé, les tickets qu'on a réussi à dégager au fil des sprints ou au fil des mois, peu importe si on est en Kanban. Et après, derrière, de se faire un peu une projection de « Ok, on avance à ce rythme-là depuis X temps, donc on semble avoir ce rythme et donc on semblerait se diriger vers une fin de projet ou une fin de feature à partir de temps, quoi. » Mais essayer d'estimer a priori combien de temps on passerait, finalement, tu passes plus de temps à te poser la question qu'à finalement commencer à travailler dessus et à commencer à sonder un petit peu le temps que tu as bossé sur les trucs, quoi. Même quand tu fais ça, tu dis ok, du coup les features à venir, elles ont à peu près la même estimation de temps que celle qu'on a fait. Donc c'est quand même une estimation. Ouais, mais c'est aussi l'idée du NoEstimate. L'idée du NoEstimate, c'est de se dire que de toute façon, toutes les tâches que tu vas faire, elles vont avoir le même temps. Elles vont être de 1. Et c'est un peu le hack du truc. C'est-à-dire que plutôt que passer du temps à essayer d'estimer des tâches complexes, ce que tu vas demander à ton PO, c'est de passer plus de temps à faire des tâches, à découper des tâches simples. À faire en sorte que toutes les tâches, elles soient simples et elles soient suffisamment découpées, suffisamment détaillées pour que quand le dev il va commencer à bosser dessus, en fait, ça va être à peu près la même chose. Évidemment, ça sera jamais exactement le même temps que tu vas passer sur chacun des tickets, mais en vrai, en moyenne, c'est ce qui va se passer. Et même, il y a des recherches qui ont été faites où des types se sont amusés à faire des petites stats pendant un projet où il y avait des estimations. Et ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, en moyenne, sur toute la durée de vie d'un projet, des tickets avec une taille de 8 versus un ticket d'une taille de 1, voire de 0,5, en moyenne, en fait, tu passes à peu près le même temps sur tous tes tickets. Parce qu'en fait, déjà, tu te gourres dans le poker planning. Et parce qu'il y a des trucs où tu dis, ça a l'air simple, fonctionnellement, je vais mettre du 0,5, sauf que derrière, tu as décidé de faire un refacto et finalement, tu y passes la semaine. Enfin bref, tout ça pour dire que... Anne-Laure. Alors, Anne-Laure qui commence à trembler. Désolé, il y a des private jokes GLD. Bref, donc tout ça fait que, en fait, faut pas trop... Un peu la philo du NoEstimate, il faut pas trop se prendre la tête avec les tickets, le temps que tu vas passer dessus. Par contre, il faut se prendre la tête dans la description et le découpage de tes tickets. En fait, c'est un investissement qui est fait sur le PO plutôt que sur l'équipe de dev. Et pour aller un poil plus loin, si vraiment c'est... Enfin, ce qui t'intéresse, c'est la plus-value que tu vas avoir à la fin, une fois que tu auras livré tous tes tickets. Donc, techniquement, c'est une fois que tu es en prod. C'est ça l'intérêt.
Et si tu veux vraiment t'amuser, il y a un rapport qui est édité tous les ans qui s'appelle le rapport KO, qui fait état un petit peu de qu'est-ce qui se passe. Ça étudie généralement 50 000 projets. Et ils essayent d'avoir un panel assez large. Et si tu reprends leurs stats, c'est globalement les méthodes agiles, estimation, pas estimation, tout confondu, qui est loin devant en termes de delivery en prod. Et le projet tourne et fonctionne. C'est vraiment ce truc-là. Et comme le NoEstimate est vraiment basé là-dessus, du coup, le fait que tu aies estimé et que tes KPI soient bons, au final, qu'est-ce que tu cherches à faire vraiment ? Est-ce que tu cherches vraiment à avoir un truc qui fonctionne et qui tourne ? Ou est-ce que tu cherches à avoir un KPI qui va te dire ça tournera dans tant de temps et t'y tenir précisément ? C'est autre chose. Surtout qu'en plus de tout, si à force de faire des estimations, enfin je sais pas si tout le monde a ce sentiment-là, moi je suis un anxieux de base, un gros anxieux. Et du coup, quand j'ai des sprints de 2 semaines et que je vois que mon US déborde, on m'avait dit ouais c'est 3 jours, bah je vais me dire ah ouais mais attends mais je tiens pas les délais, c'est pas bon, alors que c'est qu'une estimation. Et généralement les estimations on les prend comme c'est la vérité, il faut faire ce temps-là, pas plus, pas moins. Si tu fais plus, c'est que bah soit t'es nul, soit et en fait tu te dis toujours que le problème vient de toi et jamais que bah, l'estimation a été peut-être foireuse. Il y a peut-être eu des problèmes, il y a peut-être eu des indispos, etc., etc. En fait, il y a toujours une explication. Mais on a toujours tendance à prendre comme estimation une valeur de vérité et de prédiction. On prédit que ça va arriver à telle date. Seulement, je pense que tout le monde ici le sait que ça fonctionne pas comme ça, malheureusement. T'as quand même une estimation de 1 ou pas 1 Ouais, parce que peut se planter. Qui peut aussi se planter, tout à fait. Ah mais ça peut aussi se planter aussi. Donc tu retombes dans les mêmes écueils. Tu retombes un peu dans les mêmes écueils. Et du coup c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir ce travail de on arrête, d'avoir une sorte de post-mortem en fait de tes US et de voir qu'est-ce qui s'est mal passé, est-ce que ça s'explique, est-ce que ça s'explique pas, est-ce que le ticket était mal découpé, qu'est-ce qu'on a loupé en termes de découpage. Et quand on parle d'équipe, il faut vraiment englober tout le monde. C'est pas juste l'équipe de dev. Tu dois avoir toutes les parties prenantes en fait de ton ticket qui interviennent pour t'expliquer ça. Ouais, ça demande d'avoir des gens. Notamment parce que tu disais tout à l'heure, Mathieu, c'est que le PO, tu lui délègues une charge. Ouais, tout à fait. Le PO, c'est vraiment un. Oh, excuse-moi. Le PO, c'est vraiment un rôle central dans le NoEstimate. Ça veut dire que je vais pas spoiler, mais c'est un rôle central. On va en rester là pour le moment. Garde le micro. Ouais, je vais garder le micro. Ouais. C'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Et c'est parti. C'est parti, vas-y. Ah si, c'est. C'est Jean-Michel à vous. Putain. Et plus que 5 secondes. Alors justement, le cas du PO qui se désengage et qui vient pas. Là, on est dans l'inverse. Ça veut dire qu'on a un PO qui est ultra fan et qui décide de faire de ce projet un bêta-test. Donc effectivement, je sens que une US par ligne de code, c'est Maxime. Même pas. Oh là là. Je suis déçu. On t'attendait sur celle-là, Maxime. Déçu. Non, mais effectivement, après, on arrive... En fait, faut s'imaginer que des fois, on va découper dans le sens où, par exemple, on va faire d'abord un ticket avec... on déclare l'API, on fait le DTO. Ensuite, on fait une US où on va écrire dans une base de données ou lire dans une base de données. Et ensuite, on va faire une US qui va lier les deux. Mais au moment où vous allez passer en prod chaque bout, en fait, ça va servir à rien. Et on arrive à un point où des fois, les devs, en fait, c'est tellement découpé et tellement petit que tu vois plus vraiment ce que tu es en train de faire. Et donc c'est aussi pour ça qu'ils en parlaient, mais il y a vraiment une notion d'avoir l'équipe tout entière qui est investie avec le PO au niveau fonctionnel, parce que très vite, tu te retrouves avec un découpage où tu n'as pas le choix. De toute façon, une US qui est un peu velue, parce que j'en sais rien, il y a un mapping
#GLD, un mapping un peu trop gros, tu te retrouves à devoir découper le mapping en disant d'abord on va commencer par les 5 premiers champs, puis ensuite les 5 suivants. Au bout d'un moment, ça n'a plus vraiment de sens. Et donc, ouais, on arrive un petit peu à un moment où le fonctionnel ou la complexité du soft fait que... Enfin, du soft, pas forcément du soft, mais des données que tu traites, fait qu'en fait, tu peux plus trop découper. Et donc, tu acceptes d'avoir des US un peu grosses et de pas forcément les estimer. C'est pas grave parce qu'elles seront noyées dans la masse. Et surtout, comme tu disais tout à l'heure sur le 1, des fois ça va être plus, des fois ça va être moins. Je pense que tous ici, si je vous dis une US à 1 c'est quoi, on va pas avoir du tout les mêmes réponses. Je pense que Maxime, une US à 1, on rajoute... De quoi ? C'est changer un label. C'est changer un label. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est ça. Mais pour lui ça va être ça, pour Harold je suis sûr, une US à 1, surtout sur GLD, c'était des choses un petit peu plus complexes quoi, que ça. Et surtout, tu vas avoir aussi un intérêt sur le fonctionnel. C'est-à-dire que si je reprends encore le cas de GLD, parce que c'est celui qui me parle le plus, mais il n'y a pas si longtemps que ça, on a eu un petit ticket où on nous mettait plusieurs changements dans le même ticket. Et Maxime, Thibaut et moi, on était tous d'accord là-dessus, sur le côté où il y avait des changements de log, des changements de comportement, à des endroits parfois complètement différents. Mais bon, c'est le même truc. On rassemble tout, c'est pas grave. C'est un ticket à 1. Ouais, mais seulement, en fait, d'un point de vue fonctionnel, c'est pas du tout la même chose. Et d'un point de vue, en plus, même technique, on touche à des choses qui sont totalement différentes. Les thématiques sont pas les mêmes, et donc du coup, ça aurait lieu ça donnerait lieu à plusieurs tickets. Certes, à 1, des petits tickets, on est d'accord, mais ça donnerait quand même plusieurs tickets, parce que ton fonctionnel va pas être le même. Et sur le NoEstimate, encore une fois, ce qui prime, c'est le fonctionnel, c'est la plus-value que tu vas rajouter. Et donc du coup, tes tickets, il faut que tu les découpes à 1, qu'ils aient tous la même taille, mais surtout qu'ils aient une cohérence fonctionnelle entre eux, si tu veux, pour avoir cette vision plus haute au niveau des US. Le fameux story mapping. Du coup, tu peux plus livrer de tickets qui ont une valeur métier tout le temps, ou une valeur fonctionnelle. Tu es obligé d'avoir des tickets qui n'ont pas de valeur réelle si tu les mets en prod unitairement. Effectivement. Après, tu peux hiérarchiser, j'imagine. Il y a les systèmes d'épiques où d'avoir un ticket avec des sous-tâches. Je trouve ça toujours agréable aussi de découper en plusieurs trucs. Et si tu sais que fonctionnellement, pour avoir ce truc-là, il faut ces 10 petits bouts, rien t'empêche de faire 10 tickets ou 10 sous-tâches et que les devs vont pouvoir faire indépendamment. Et ensuite, toi, tu sais que tu vas tester ou mettre en prod sur l'ensemble de ce ticket-là. Il y a moyen aussi de faire des trucs qui sont un peu intermédiaires. Tout à fait. Avoir quand même un découpage relativement fin et garder un sens fonctionnel. Ouais, tout à fait. Après, ça, c'est un truc assez général. Au NoEstimate, il faut avoir une équipe quand même qui est, je dirais, assez proactive, assez investie, tu vois. Si dans l'équipe, tu as une personne qui se contente de prendre un ticket, lire la description et juste développer ce qui a marqué dans la description sans trop se poser de questions, typiquement, dans ton cas, la personne ne va pas forcément se poser la question de quel est le sens fonctionnel derrière ce truc. En fait, il va en avoir globalement rien à faire. Lui, son but, c'est juste de finir son ticket. Ça va être un peu frustrant parce que finalement, il y aura peu de sens derrière chacun de ces tickets-là. Donc, généralement, de toute façon, une équipe qui bosse en NoEstimate, ça va être des personnes qui vont être assez autonomes, assez matures vis-à-vis de l'agilité et qui vont avoir un certain recul et surtout qui vont... être investi aussi dans le fonctionnement du produit, quoi. Bon, après, tout le monde ne travaille pas de cette manière-là, donc c'est pour ça que le NoEstimate, c'est pas forcément la recette miracle à tous vos problèmes. De la même manière que lors de la première situation, on peut pas faire un appel d'offres sans définir un budget, quoi, du fric. Pareil, si tu as une équipe qui est pas ultra proactive en termes de dev, en fait, le NoEstimate, ça va plus les embêter qu'autre chose, quoi. Et ça me fait penser à la discussion qu'on avait eue, Anne-Laure, en début de semaine tous les deux, où tu me demandais si c'était pas trop déprimant de passer sa vie sur une US qui traînait en longueur. Je pense que, pareil, on est tous d'accord pour dire que quand on se coltine une US à 5 et en fait un 8 déguisé parce que, on avait pas un peu la flemme de redécouper, ou qu'il y a des choses qu'on n'avait pas forcément vues, c'est toujours déprimant de passer des jours et des jours et des jours et des jours à faire du refacto, à reprendre...
du code qui est pas forcément le nôtre et qui est un petit peu cracra ou ce genre de choses. Et c'est toujours ultra déprimant de passer des jours là-dessus, alors que se dire que sa petite US de 1, je la livre tous les 2 jours à peu près, ou un jour, et hop, tu passes à une autre, il y a quelque chose d'un petit peu plus valorisant au niveau du travail, tu as l'impression d'avancer quand même un petit peu. Tout le monde n'est pas comme ça, mais je sais que ça peut déprimer certaines personnes. Et du coup, là, par exemple, tu parles de gros refacto, ça veut dire Ouais. que tu ferais un gros refacto qui est, mettons, un 3 entre guillemets. Comment tu le split? T'essayes de faire des petits bouts Eh ben, c'est une très bonne question. Et sur le refacto, en NoEstimate, ce qui prône, c'est ce que tu peux apporter. Donc, techniquement, si t'as toujours été en NoEstimate et que tu dois te taper un énorme refacto, c'est qu'il y a quelque part où il y a eu un problème à un moment. C'est qu'il y a un besoin qui a émergé d'un coup, très rapidement, que personne n'a vu dans toute l'équipe. Quand même plutôt rare. Et si tu appliques du NoEstimate à un projet déjà existant, bah, c'est normal que tu te tapes cet écueil-là, parce qu'avant tu l'étais pas en NoEstimate, donc t'as pas forcément la vision globale produit pour pouvoir avoir ce genre de choses. Et il y a des décisions que tu prends en tant que dev que tu prendrais pas si tu avais toute cette vision produit justement. Et personnellement, nous sur GLD, c'est une des choses où on a été très demandeur auprès du client, de nous intégrer plus en amont encore pour avoir une vision produit un petit peu plus large et savoir, en plus de savoir à quoi ça sert ce que tu fais, savoir quel choix technique, quel choix d'implémentation tu peux faire par rapport à ça aussi derrière. Et c'est ultra important en fait. On n'est pas des simples exécutants. Parce que si à ce moment-là on est des simples exécutants, je pense qu'on s'ennuierait un petit peu tous. On avance? Oui, pardon. Non, t'inquiète. Je m'épanche. Prochaine situation. Donc là, situation inverse. Après que le PO se soit fait un peu plaisir. Merde. Au final, t'avais... Je pense que c'est la situation qui parle à beaucoup de gens, ça. Ouais, ça c'est une spéciale dédicace pour Foncia. Et pour beaucoup d'autres projets en vrai. Un PO qui se désengage, qu'est-ce qu'on fait? Globalement c'est la fin quand même d'une belle aventure, même si ça reste à nuancer. En fait, comme je disais, le rôle du PO il est méga central sur le NoEstimate. C'est-à-dire que s'il n'y a personne pour découper finement les US, d'avoir cette vision fonctionnelle et surtout d'avoir cette vision business, comme disait Eliès, de pouvoir prioriser un petit peu la valeur business de chaque ticket, c'est un peu la merde. Mais c'est pas forcément fini, dans le sens où, en fait, s'il n'y a plus suffisamment de PO, ce qui peut être envisagé, et c'est un peu ce dont nous avons parlé lors de leur rétro pour Silae, c'est que finalement, ils n'ont pas de PO, et donc chacun a un peu une vision fonctionnelle du truc. Et c'est aussi un petit peu ce qui peut être mis en place, même si c'est pas l'idéal, c'est que chaque dev, finalement, va être un petit peu PO. Donc évidemment qu'on fait plus trop du dev, évidemment qu'on fait un peu plus, mais finalement, si chaque dev a plutôt une bonne connaissance du fonctionnel, c'est toujours positif, parce que tu comprends ce que tu développes, tu comprends à quoi ça sert et pour qui. Et aussi, finalement, ces fameuses réunions où tu découpes les US, etc., plutôt que ça soit un PO qui te les découpe pour toi et tu lui dis c'est nul, redécoupe mieux, en fait, c'est entre nous, entre vous, où vous vous dites, là, cette US, je sens que, c'est rien, Francis, tu l'as pas suffisamment découpé, redécoupe-le, quoi. Et finalement, ce rôle qui est central, il se retrouve à la charge de l'équipe de dev de le faire. Alors, après, il y a toutes ces considérations budgétaires que j'ai en tête, mais ça, on s'en fout, c'est pas vraiment le but de cette présentation. Mais voilà, c'est pas forcément la fin d'une belle aventure. Je sais pas ce que vous en pensez. Le hic avec cette approche-là, c'est qu'on risque de se créer des ressources qui sont critiques. Il y a des gens qui vont maîtriser parfaitement un aspect fonctionnel. Je sais que précédemment, ça m'est arrivé, je me suis retrouvé catapulté expert sur la V1 d'un truc obscur dont personne ne voulait mettre le nez dedans. Et le jour où je suis parti, ils se sont tous dit « Ah mais il est plus là, on fait comment en fait ?»
Mais c'était trop tard. C'était trop tard parce que je partais et j'ai fait le max que je pouvais pour essayer de faire de la doc, encore une fois. Mais quand vous créez des ressources critiques comme ça, c'est la plus grosse balle dans le pied qu'on puisse se tirer. Et en no-estimate, comme disait Mathieu, le PO c'est capital. Si le PO il est aux fraises, vous galérerez tout le temps. Tout le temps, ce sera systématique, même si ce sera compensable, mais ça voudra dire qu'il y a quelqu'un qui récupère cette charge de travail quelque part quand même. Et c'est pas rien comme charge de travail. Quand tu dis le risque, c'est de se créer une ressource critique, c'est Ouais. s'il n'y a pas de PO, qu'un tel soit responsable Ouais. d'un truc. Ouais. Mais ton PO, déjà, c'était une ressource critique. C'est déjà une ressource critique à la base. Genre même Ah oui, personne, complètement. C'est clairement une ressource critique. Et quand on a des PO qui sont pas à la hauteur, déjà, quand on n'est pas en no-estimate, ça peut être hyper compliqué. Et quand tu es en no-estimate, si ton PO il est pas du tout à la hauteur et que c'est même pas la peine d'essayer, en fait, ça va être complètement, ça va être vraiment l'hécatombe, quoi. Ouais, finalement, cette situation, c'est peut-être le mieux qui pourrait se passer en termes de choses défavorables. C'est-à-dire un PO qui est moins dispo. Par contre, si tu as un PO qui est 100% dispo, par contre, il est vraiment pas bon, là, c'est horrible parce que tu peux pas lui dire bon, écoute, l'équipe va faire ton travail à ta place, mais toi, tu vas continuer à être à 100%, il n'y a pas de souci. Là, c'est vraiment, là, ça serait vraiment pour le coup la fin d'une belle aventure. Mais effectivement, ouais, quand tu as un PO qui est pas à la hauteur, là, compliqué, quoi. Compliqué de lui dire bon, écoute, on va faire ton travail. Hein. Ou des PO à la tradition orale aussi. C'est un concept. On continue ? Ouais, vas-y. Et donc du coup, c'est peut-être mieux d'avoir ça peut être pertinent du coup d'avoir, un peu comme ce qu'on est sur le soleil, avec une répartition, pas de PO, mais du coup une répartition de la connaissance métier sur plusieurs devs, avec ce facteur de plus là. Ouais, totalement. Oui, complètement. Si tu te retrouves avec plusieurs personnes qui ont le périmètre fonctionnel bien en tête et que ces personnes se le sont appropriées suffisamment, effectivement, tu dérisques du côté ressources critiques. Parce que s'il y a une personne qui part, c'est pas grave, il y a d'autres personnes qui connaissent le périmètre fonctionnel. Et c'est justement ce qui est préconisé. Mathieu me fait signe subtilement que il faut qu'on se grouille. On se voit, il y a eu 17. Vite changer de situation, la dernière. On n'a pas le temps. Voilà. C'est trop chiant. Bon, celle-ci, j'ai un peu une idée de où la balance va pencher, mais bon. Roulement de tambour. Putain, si j'arrive pas à cliquer. Oh! Il y a quand même deux. Dénoncez-vous. Non, c'est pas comme ça. Alors moi je suis ultra partisan d'une no-estimate jusqu'au bout, surtout pour les bugs. J'ai du mal à concevoir qu'on puisse se dire que ce bug il va me coûter tant. C'est très compliqué. Même au-delà de sans faire du no-estimate, comment tu estimes un bug? C'est un bug Eh ben, vraiment il y en a qui le font. Alors ils estiment. Alors c'est pas exactement la même chose. Ils vont s'allouer une bande passante pour débugger et trouver la root cause du problème. Oui. Alors autant dire que si c'est un hotfix sur une branche, si c'est un hotfix sur master, sur une release qui est déjà en prod, etc., ce truc-là tu l'oublies parce que faut corriger au plus vite. Mais si c'est un bug qui traîne, je sais pas moi, un accent qui est pas dans le bon sens, ce genre de truc, bon ils s'allouent une bande passante en fait sur j'allais dire sprint, mais non, c'est pas sprint, pardon. Sur leurs itérations, et ils vont sur cette bande passante commencer à débugger et à chiffrer les bugs. Alors moi je trouve ça très curieux, hein. Pour moi c'est contre-intuitif, pour moi on trouve un bug, on le répare. Tu as commencé à charger le bug, tu l'as trouvé, Voilà. en fait, autant le corriger. Et pour moi ce qui prend le plus de temps, et je pense qu'on est relativement d'accord là-dessus, sur un bug, c'est comprendre pourquoi on a ce bug. Le corriger les 3/4 du temps, c'est pas grand-chose. C'est toujours un truc un petit peu mal foutu, mal mis, qui s'est introduit, on sait pas trop comment, qui a été push comme ça, et c'est passé en relecture parce que vite, fallait aller en prod. Mais ouais, dans les équipes, même ceux qui font de l'estimation, généralement, ce qui se passe, c'est que tu t'alloues une ressource ou une bande passante
pour justement traiter ces bugs qui arrivent, mais tu t'amuses généralement pas trop à estimer le temps que ça va te prendre chaque bug qui t'arrive. Sauf dans certains cas. Moi, je sais que quand j'étais à Cap, on avait un... Mince, j'ai dit le nom d'un concurrent. Il faut que j'en dise 3 autres aussi, c'est comme à la télé ou pas Sopra et Zenica, Atos, tout ça, voilà. Dans mon précédent emploi, j'étais dans une grande équipe où on était une 50aine, et je sais qu'il y avait une équipe qui chiffrait ces bugs. Et ils passaient un temps fou à comprendre pourquoi ils avaient le bug, et après ils le chiffraient parce que ils avaient un statut un peu particulier vu qu'ils s'occupaient de gérer toute la plateforme sur laquelle on travaille. Donc du coup, eux, ça s'entendait. Moi, je comprends pas trop, mais on va dire qu'eux, ils comprenaient, ils voyaient l'intérêt, et surtout leur PO voyait l'intérêt aussi. Et côté client, ils le voyaient aussi, surtout l'intérêt. Et donc, c'était la dernière situation. Et là, la question, c'est est-ce qu'on est plus no estimate ou estimate, Alexis? Bon, voilà. On est plus estimate, et on avance parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Non, on est plus no estimate. No estimate, excusez-moi, je suis tellement pressé. N'importe quoi. Arrêtez-le. On est plus estimate, du coup, vous allez tous estimer. Après, ça correspond aussi à la population qu'on a en face de nous. On est beaucoup de devs. Les estimations, on sait tous plus ou moins que ça tient pas forcément la route. Et surtout, globalement, les estimations, c'est des choses qui sont pas forcément pour nous. Enfin, en tout cas, la majorité des gens vont penser que c'est pas tellement pour nous. C'est plus pour au-dessus, pour pouvoir avoir des roadmaps, des jolis plannings avec des jolis graphes et montrer qu'on va dans le bon sens et que surtout on avance. Le mot de la fin. Non, c'est plus une partie question. N'hésitez pas si vous avez des petites pensées, mais sinon vous les dites à l'oral, ça marche très bien aussi. Voilà, si vous voulez nous faire passer des messages. Vas-y, Steph. Vous n'avez pas évoqué le fait que potentiellement le no estimate va te faire gagner en productivité, dans le sens où quand on estime une tâche, elle a toujours tendance à prendre le temps que tu lui alloues. Et on a toujours le réflexe de doubler nos temps. Parce que t'as l'inverse aussi qui existe. Il y a l'inverse aussi qui ouais, existe. Il y a l'inverse. Vous n'avez pas de trucs chiffrés, de retour d'expérience là-dessus? Très peu, en vrai. J'en ai trouvé qui étaient ultra contradictoires. À la fois quelqu'un qui était... alors je pense qu'il y avait un petit peu de mauvaise foi, où il expliquait que le no estimate, ça leur avait fait perdre un temps pas possible, parce qu'il comparait des US à 8 avec des US à 8, 5, et puis regardez, en no estimate, ça nous a pris encore plus de temps. Ouais, mais en fait, on sait pas comment ils les avaient découpés derrière, on sait pas à quel point ils étaient intégrés dans le métier, on connaît pas leur équipe non plus de trop. Pour lui, ça vient du no estimate, ça vient pas de leur façon de travailler. Et du coup, tu peux avoir les deux, tu vois. Et le truc on estime une tâche par exemple à 5, puis en fait on se rend compte que c'est un 3, on va faire 3, on va faire 5, mais voilà, on va y aller mollo. Tu peux avoir l'inverse aussi, c'est-à-dire je vais refactorer le refactor du refactor pour avoir un truc ultra chiadé, mais je vais mettre 6 mois pour le faire. Et du coup, ça arrive aussi dans l'autre sens. Et c'est généralement l'argument que vont sortir du management old school. C'est généralement comme ça qu'ils vont prendre la chose. C'est que si j'estime pas, comment je sais que je suis dans les temps et comment je sais que le gars il va pas être là à faire son truc à 2 à l'heure. Et sur la majorité des gens, justement, t'as pas pour un qui va un peu procrastiner et faire le refacto du refacto, est-ce qu'il n'y a pas 10 devs justement qui essayent de faire avancer la charrette comme il faut? Qui vont avancer plus vite en estimé. Là-dessus, c'est ultra difficile de savoir, à moins d'être dans les équipes en question. Mais pour montrer que ça fonctionne quand même un minimum, il faut savoir qu'il y a des gens qui font du no estimate, seulement personne ne le sait, et puis même eux, ils ne disent pas qu'ils font du no estimate. Mais si vous prenez iOS, ils fonctionnent complètement comme ça. À chaque release qu'ils font, elle arrivera, quand on aura fait tous les développements nécessaires que nous on voit en plus-value utilisateur. C'est pour ça que ça bouge plus trop. Ouais, exactement. Ouais. Je vous laisse juger derrière si c'est bien ou pas. Je dis juste que il fonctionne comme ça. Attends, fais passer. Vous n'avez pas ouvert le retour de Ah, pardon. les soumissions. C'est Mathieu.
Ah, mais c'est moi, je suis nul. Si vous T'as voulez dit une minute. sinon, je parlais... Ouais, une minute, mais si les gens ont des choses dingues à dire. Non, mais on peut faire les Ah, mais questions. pour rebondir sur mon expérience de une équipe, tu vois, gros stat, mais où on se cassait les à tout calculer, tout estimer, qu'on aurait passé des heures à se mettre d'accord sur est-ce qu'on met 6, on pourrait peut-être mettre 6,5, tu vois, voilà. Ce qui était clair, c'était que une US à 5 mettait vachement plus de temps. Je peux me poser ma question. Que 5 US à 1. Tu vois, et qu'en fait, le métier, il comprenait pas pourquoi nous, on voulait qu'il redécoupe, pourquoi il comprenait pas pourquoi c'était si compliqué pour nous d'estimer. En fait, plus tu as des grosses US et plus tu as de l'incertitude, plus c'est compliqué de rentrer dedans, plus la moindre modification va prendre beaucoup de temps. Et en fait, du coup, c'est exponentiel et c'est pas linéaire. Et je crois que pour moi, l'un des avantages du no-estimate, c'est ça. Enfin, pour moi, là où on va gagner en productivité, c'est ça. C'est on va pas se retrouver avec des gros monstres qui sont des charges cognitives énormes, qui vont nous épuiser, qu'on va avoir du mal à faire bien. On a des petites tâches qui sont gérables et du coup finalement 5-1 ça va vachement plus vite que 1-5 quoi. Pour le coup, moi je faisais pas du no estimate dans ma précédente équipe, mais on avait des US qui étaient ultra courtes. C'était généralement, on était en microservice sur la deuxième version, mais généralement on avait des US qui étaient assez courtes, de l'ordre de 2-3 points grand max, où on avait initialisation du service avec le déploiement, t'allais jusqu'au bout, etc. Après, t'avais la partie API, la première, t'avais juste un health check, après, t'avais juste la partie API. Si t'avais une base de données, ça arrivait après, etc. Et tu rajoutais progressivement du métier dans ton service. Et effectivement, pour l'avoir vécu, juste cette partie-là, où toutes les US étaient ultra découpées et tout, c'était vraiment un bonheur en tant que dev d'arriver et de se dire mon US, elle est ni longue ni compliquée, ça va le faire, et j'en vois le bout très très rapidement. Un autre aspect qu'on n'a pas... J'arrive tout de suite après. Un autre aspect qu'on n'a pas du tout évoqué, c'était en termes de livraison. La livraison, il faut savoir qu'en no-estimates, le principe c'est que ce soit fini ou pas fini, on livre. Donc si par exemple c'est particulier comme philosophie, mais c'est comme ça en tout cas qu'il le décrivait, il faut tout le temps livrer, de manière régulière, par petites touches. Donc ça pourrait s'apparenter à des sprints de 2 semaines à peu près, mais l'idée c'est vraiment d'avoir des cycles très très courts, d'avoir une livraison, qu'on ait fini ou pas l'intégralité du scope, de façon à partir en prod et que ce soit testé et que ça déroule en fait derrière. Et de pouvoir aussi faire des rétros sur les US qui se sont passés, pourquoi elles sont mal passées, qu'est-ce qui s'est mal passé, etc., etc. Le post-mortem, le fait que l'équipe elle soit mature, parce qu'il faut des équipes matures, tu peux pas partir avec des juniors sur du no-estimate parce que sinon ça va être la douche froide très très rapidement je pense. Mais le fait qu'elle soit mature et que tu puisses te remettre en question sur la réalité de qu'est-ce qui s'est mal passé, c'est quand même très important et c'est aussi au cœur du truc. Il y avait Arwen qui... Attends le micro. Ouais, je sais pas si c'est vraiment une question en tant que telle, mais la question aussi du contexte et de l'environnement de travail, parce que je pense que quand tu bosses sur un produit, et parce qu'il y a un sujet dans le sujet, et quand tu bosses dans le service, comme c'est notre cas ici, savoir comment amener ça aussi auprès des clients, mais c'est ce que vous disiez au départ sur le fait de pas forcément attaquer dans le vif du sujet dès le début. Mais je pense qu'il y a quand même une vraie question là-dessus, parce que c'est une méthodologie de travail que tu peux pas nécessairement appliquer aux exigences clients contractuelles qu'on va te donner. Et dans ce cas, est-ce qu'il y a des études ou des choses qui ressortent, des tips sur... Le tips le plus what the fuck que j'ai vu, c'est de pas dire aux clients que tu fais du no-estimate. Ouais. Et là c'est chaud, parce que je pense que quand on est quelqu'un d'assez consciencieux, tu te dis mais je m'en pars aux missions quoi. Surtout dans des typologies de travail où tu as parfois justement le PO qui est côté client, ce qui est souvent notre cas sur certains projets. Ouais. Tu peux pas nécessairement justement avoir une méthodo... De mon point de vue et d'un point de vue de dev en tout cas, c'est mon point de vue, je veux pas le propager non plus, mais c'est juste, pour moi c'est pas applicable quand tu es en ESN. C'est très compliqué de l'appliquer en ESN. Sauf si tu es en AT depuis très longtemps, mais tu pourras jamais vendre ça en appel d'offres. Moi je vois pas comment tu le vends en appel d'offres. Ouais, je suis en phase, parce que sur le principe, le no-estimate, je pense même à nous en tant que pilote, on y voit totalement la logique, puisque moi je vois la logique dans le sens comment estimer quelque chose qui n'est pas palpable, mais c'est vrai qu'en ESN, notamment dans notre cas,
ça semble assez compliqué à... Ça dépend de la maturité encore une fois, de la relation ton équipe, client en fait, et la durée du projet. Je suis totalement d'accord. Je pense qu'au bout d'un moment, tu peux aussi changer la... Au-delà de ça, même je pense au tout début, après c'est toujours un peu compliqué. Et tu peux... Ouais, c'est fini. Ah, ok. Mais en gros, ça va dépendre de la maturité de ton équipe. Parce que si tu as une équipe, à un moment donné, même sans lui dire, tu lui dis, bah en fait, là, ton US, tu me présentes une US, en fait, elle est nulle, tu dois la découper. Bon, alors, faut lui dire, c'est compliqué. Mais une fois que tu lui as dit et que tu lui dis, ton US, elle est nulle, il faut la découper. Bah, en fait, petit à petit, alors au départ, ça va le froisser, mais petit à petit, il va finir par le faire, on va faire des rétros, etc. Et ça va finir par rentrer, en fait. En général, il faut les accompagner. Il faut les prendre par la main et leur montrer que tout va bien se passer. Et un peu les brusquer aussi au début. Des fois, ça marche pas. Ouais. C'est fini. Merci beaucoup. Merci à tous.